Alors, ce qui est bien aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que quand vous parrainez un confrère, alors sur le site, tout est gratuit pour l'interne, mais on a aussi un compte premium. Le compte premium pour le remplaçant, ça permet d'être poussé en haut sur la liste de choix qui sont proposés aux médecins remplacés. Le médecin remplacé, il poste sa dispo, une liste de remplaçants lui est proposée. S'il y en a 2 qui matchent à 100% sur les critères de temps, de lieu, de spécialité, bah, c'est par ordre alphabétique. Tandis que là, si vous êtes en compte premium, hop, il est poussé en avant. Donc si vous parrainez, vous avez 1 mois de compte premium qui est offert. Bon, alors après, les adresses mail, vous pouvez les joindre. Et puis je vous remercie. Donc là, maintenant, on a quelques petites minutes pour faire des questions, pour répondre aux questions. On en a déjà une là-bas. Donc je vais vous laisser ce micro. Donc, par rapport à ce que vous présentez, est-ce qu'il y aura une homogénéisation sur le territoire? Parce que j'imagine qu'on ne va pas se battre pour aller dans certaines régions que je ne vais pas stigmatiser ici. Du coup, j'imagine que tout le monde se voit plus en Côte d'Azur qu'ailleurs. Détrompe-toi parce que, en fait, on découvre des pépites dans des régions, sur de l'attractivité auquel moi aussi, la première fois que j'étais à Caen, voilà, moyennement fait. Parce que l'idée de Caen, c'est le mémorial et on est un peu dans la tristesse. Et en fait, ils nous sortent des attractivités et dans toutes les régions, il y a des pépites. Simplement, les régions ne sont pas habitués à faire de la promo parce qu'ils sont timides, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que la com, voilà, c'est pas leur truc. Dans les collectivités territoriales, c'est pas leur truc, la com. Donc oui, il va y avoir une homogénéité dans la proposition d'attractivité. Et il y a également une homogénéité dans le remplacement qui va être proposé parce que Doc & Doc propose un système d'évaluation. Alors, non pas sur les compétences, hein, ça on est bien d'accord, mais en revanche, l'évaluation de l'accueil, de la prise en charge, etc., aussi bien par le remplaçant que par le remplacé. Donc effectivement, au fur et à mesure, ça va s'homogénéiser. Et ça va être tiré vers le haut. Enfin, je souhaite. Merci. S'il y avait une question, vous allez lever la main. Oui, mais je crois qu'elle ne peut pas parler dans le micro. Tu viendras me voir après, si tu veux, sur le... Il y a d'autres questions? Donc, on a un stand là-bas, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Puis, il y a des petits gâteaux faits par ma maman, alors c'est aussi, ça attire. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va pouvoir passer à la présentation de notre deuxième partenaire, qui va être donc CARE. Merci. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord féliciter le docteur Carilla pour sa présentation. Vous avez entendu pas mal d'anglicismes, vous avez entendu des mots que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, incubateur, etc. Je vais faire une toute petite aparté avant de commencer. Je pense qu'il faut que vous ayez tous ces mots de e-santé, m-santé, incubateur, accélérateur, start-up, développeur, bizdev, etc. Ça paraît loin du domaine du soin, mais en ce moment, il se passe quand même beaucoup de choses dans le domaine de la santé, notamment en France. La France, dans le domaine de la e-santé, est quand même assez précurseur en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc je pense que vous avez tout intérêt à intégrer ces éléments-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais me présenter. Donc Alexandre Maisonneuve, je suis médecin généraliste avec un exercice de médecine d'urgence depuis 15 ans. Je suis directeur médical de CARE, que je vais vous présenter, et également directeur médical d'une société qui s'appelle Camet, qui est un incubateur de start-up également, ou ce qu'on appelle un start-up studio, avec toute une activité sur la santé. Donc j'imagine que dans cette salle où il y a à peu près 300 personnes actuellement, vous avez tous des idées. Des idées, on en a tous le matin en se levant. Le problème après, c'est le temps à y consacrer. C'est est-ce qu'on a de l'argent pour le faire? Est-ce qu'on a les bonnes équipes? Docteur Carilla vous a parlé tout à l'heure
de BizDev, de CTO, etc. Il faut savoir qu'il y a des endroits qui existent, qui peuvent vous aider, si vous avez une bonne idée, à ensuite la développer, la financer, etc. Et notamment dans le domaine de la e-santé. Il y aura mon adresse qui apparaîtra à la fin. Je vais vous parler plus spécifiquement de CARE aujourd'hui. Donc CARE, c'est un service de télémédecine qu'on a développé depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Ça, c'est le plan de l'intervention. Je vais vous faire une première partie sur la télémédecine, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, vous en entendez beaucoup parler. Ah, pardon, je parle trop fort. Je parle vite et fort, je suis désolé. C'est mieux là? Par contre, là, c'est pas fort. Hein. Donc, un petit rappel sur la télémédecine. Vous en entendez beaucoup parler, mais ça reste quand même assez flou, parce que qui d'entre vous fait de la télémédecine actuellement? Une fois, 2 fois, parfois, voilà. Un tout petit peu, donc vraiment pas beaucoup, c'est pas une majorité. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on fait au sein de CARE. Je vais vous faire une petite revue de presse récente, parce qu'on en parle donc beaucoup en ce moment. Et ensuite, la partie la plus importante, ce sera le question-réponse qu'on fera à la fin. Je serai ouvert à toutes vos questions pour vous donner toutes les réponses. Sur la télémédecine actuellement, 2 textes de référence. Le premier, c'est la loi de 2009 que vous connaissez mieux sous le nom d'HPST, qui a intégré la télémédecine dans le domaine de la santé. Et donc la mise en application, c'est le décret de 2010. Je ne détaille pas plus. Le point important, c'est qu'il est bien précisé que la télémédecine, dans l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale qui a été adoptée là en décembre, c'est bien une forme de pratique médicale. Ce n'est pas une nouvelle spécialité. On ne crée pas une nouvelle spécialité médicale. C'est-à-dire que chacun dans sa spécialité, vous allez être amené, chacun dans votre spécialité, vous allez être amené à exercer une partie en télémédecine. Deuxièmement, la télémédecine, ça regroupe quoi actuellement? Actuellement, la définition, c'est une définition très française. Donc il faut imaginer qu'il y aura une harmonisation européenne à un moment. Pour le moment, il y a 5 actes. La téléconsultation, un patient, un médecin, c'est logique. La téléexpertise, un médecin, ça c'est logique. Ensuite, il y a 3 autres actes. La télésurveillance, qui est à part actuellement, la téléassistance, c'est encore à part, et la réponse médicale urgente, faite dans le cadre des SAMU Centre 15, qui est une forme de télémédecine. Et je vous ai mis en dernier point, et le téléconseil. Le téléconseil, c'est tout ce que vous faites, par contre, tous les jours. Ça, vous en faites tous les jours. Quand vous répondez au téléphone, que vous donnez un avis au téléphone, que quelqu'un vous appelle, qu'est-ce que je fais? Un patient vous appelle et vous dit, est-ce que je peux prendre ça, etc. Tout ça, c'est du téléconseil. Vous le faites, c'est complètement blanc et transparent, c'est pas valorisé, c'est pas compté dans votre activité. À l'hôpital, c'est une activité qui est absolument pas reconnue par les directions. Dans les cabinets, c'est une activité que vous ne valorisez pas. Ce téléconseil, normalement, à terme, et ça va être une demande forte de MG France dans le cadre des négociations actuelles, ça va être d'intégrer ce téléconseil dans l'activité reconnue, réalisée par les médecins. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans en France pour la télémédecine? Donc, vous vous souvenez, HPST 2009, mais il y avait déjà eu des textes sur la télémédecine au préalable. En fait, ça n'a été que des expérimentations dans des cadres régionaux, donc gérés par les ARS. J'ai rien contre les ARS. Le problème, c'est que ça a été régionalisé d'emblée et non pas nationalisé. Donc chacun a fait ce qu'il voulait dans sa propre région. Il ne pouvait pas y avoir un cadre national. Ça ne s'est pas beaucoup développé. Les financements étaient multiples, les périmètres étaient multiples. La Cour des comptes, en 2017, a voulu faire une analyse médico-économique, c'est compliqué à dire. Elle n'a pas réussi à la faire. Actuellement, en pratique, si vous êtes médecin, que vous voulez faire de la télémédecine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a 2 actes qui ont été intégrés dans la Convention de 2016, donc vous voyez c'est tout récent, qui concernait l'entrée en EHPAD d'un patient au moment où il change de médecin traitant, et si le nouveau médecin traitant avait un besoin d'avis en urgence. Donc c'est très ciblé, c'est les patients en ALD et en EHPAD. J'ai mis EHPAD, mais c'est ALD et EHPAD. L'avenant numéro 2, qui lui date de 2017, pour essayer d'accélérer un petit peu les choses aussi, a créé deux nouveaux actes, qui sont déjà très compliqués à dire, téléexpertise dénommée TDT, téléexpertise dossier traitant, et téléconsultation dénommée TTE. En gros, en clair, il doit y avoir à peu près 300 actes de cette nature-là qui ont été faits sur toute l'année 2017. Donc ça reste très, très, très confidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Les 4 derniers mois ont été très importants. En septembre, Agnès Buzyn, que vous allez voir tout à l'heure, notre ministre de la Santé, je fais une petite aparté par rapport à l'introduction que je vous ai faite sur votre propre implication dans le domaine de la e-santé, etc. Agnès Buzyn insiste beaucoup sur le fait que l'innovation vienne des praticiens de terrain. Donc elle ne va pas vous dire c'est la HAS qui va vous imposer des choses, mais vous, là, tout ce temps que vous êtes là, et j'espère qu'elle va vous le redire tout à l'heure, créer, imaginer et trouver les moyens de développer les bonnes idées. Donc en septembre, Agnès Buzyn, elle dit on arrête ce cadre expérimental qui dure depuis 10 ans, parce que finalement, ça ne permet pas le développement de la télémédecine. En octobre, elle est relayée par Nicolas Revel. Nicolas Revel, c'est le directeur général de l'assurance maladie, la Sécu, qui lui va jusqu'à dire que les 10 ans passés, c'était 10 ans de feuilleton finalement. Je l'ai reproduit parce que je trouvais que l'expression était assez symbolique. En novembre, donc, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est proposé d'intégrer la télémédecine au droit commun de la sécurité sociale. Ça va être adopté à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat
en décembre. L'intégration dans le droit commun, ça veut dire quoi? Parce que c'est un terme un peu juridique, administratif. Ça veut dire que là, actuellement, depuis janvier, d'ailleurs ça va être la slide suivante, je pense, année décisive, depuis le 18 janvier, donc les négociations ont commencé entre syndicats de médecins généralistes, syndicats de médecins spécialistes et la CNAM, pour donc, dans le cadre de l'abrogation de ce cadre expérimental, créer des actes de télémédecine qui puissent être effectués au quotidien par les médecins de leur cabinet. Et ça concernera la téléconsultation, la téléexpertise, les deux premiers des actes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le but des discussions, c'est qu'est-ce qu'on met dans la nomenclature, qu'est-ce qu'on rembourse, à hauteur de combien, quels motifs de recours peuvent être traités en vidéoconsultation, etc. En sachant que première réunion, c'était le 18 janvier. Ensuite, la CNAM, les syndicats se revoient tous les 15 jours, tac, 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 jusque fin mars, pour essayer de conclure fin mars. C'est une demande de la ministre de la Santé de conclure fin mars. Je vous refais le petit point sur l'innovation organisationnelle et les praticiens de terrain dont j'ai parlé juste avant, de la part de la ministre. En clair, ça c'était la télémédecine. Ensuite, nous, CARE, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai fait 5 petites slides sur où, qui, quand, quoi, comment. Je vais aller assez vite, il y aura plein de questions après, donc n'hésitez pas à me les poser, puis je répondrai directement. Sur le côté, ce qui nous mène depuis le début, c'est de dire la télémédecine, ça doit être accessible à tous les patients. Ça ne doit pas dépendre d'un employeur, d'un contrat d'assurance ou autre. Quand un patient prend rendez-vous chez un médecin, la secrétaire ne lui demande pas s'il est chez Europe Assistance, s'il est chez Alliance ou autre. Elle prend le rendez-vous, ensuite le patient se fait rembourser. Ça, c'est le premier élément très fort. Le deuxième élément très fort, c'est que ça doit pouvoir concerner toutes les spécialités. Toutes les spécialités n'utiliseront pas la télémédecine de la même manière. Il y a certaines spécialités qui s'y prêtent mieux. On imagine tout de suite la dermato, mais il n'y a pas que la dermato. Il y a des spécialités à forte composante d'éducation thérapeutique, type la diabéto, qui s'y prêtent également très bien. Donc en fonction de chaque spécialité, l'exercice de la télémédecine pourrait être différent. Ensuite, ce qui nous mène depuis le début aussi, c'est l'aspect information-prévention, c'est-à-dire que c'est un environnement médical. Ce n'est pas juste un Skype où vous voyez un patient, c'est-à-dire que c'est une application sur laquelle vous avez un environnement médical et vous avez juste une brique de vidéo en plus. Sur la partie vidéoconsultation, ce qu'on a imaginé, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, toute l'activité téléphonique qui vous perturbe, quand on réfléchit, il y a toute une partie de cette activité. Si les patients savaient à quel moment ils pouvaient vous contacter, ils le feraient plutôt à telle heure et non pas à n'importe quel moment. Donc nous, l'idée, c'est de dire, dans votre pratique quotidienne, vous allez être 90% du temps en face de vos patients et 10% vous serez disponible en vidéoconsultation pour certains patients. Plutôt qu'ils soient en face de vous, ils seront en face sur l'écran. Mais tout ça sur des horaires prévus afin de ne pas désorganiser votre activité. Ce qu'on prévoit également comme service, c'est les ordonnances, on le fait déjà, la livraison de médicaments, on le fait déjà, et l'adressage. L'adressage, je m'arrête un tout petit peu là-dessus, c'est très important, c'est-à-dire qu'on est bien évidemment, on ne dit pas que la télémédecine, va remplacer la médecine classique, présentielle, et d'autre part, on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Donc à partir du moment où il y a une situation sur laquelle on ne peut pas répondre complètement, on doit être capable d'orienter le patient rapidement, si besoin, vers le bon praticien, que ce soit un médecin généraliste ou même un médecin spécialiste. Et c'est pour ça qu'on discute également avec les syndicats de médecine spécialisée. Un petit passage rapide sur est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr. Donc on a un contrat de télémédecine avec l'ARS Île-de-France, on a une déclaration auprès de la CNIL et on est hébergé par OVH, qui est un hébergeur agréé données de santé, qui est un département spécifique données de santé. Je vous ai mis les logos, il y a eu une petite intervention dans l'amphi tout à l'heure. Alors je ne veux pas faire un excès de, je ne sais plus comment appeler ça l'intervenante, d'autorité, voilà. Donc ce n'est pas un excès d'autorité, c'est juste pour vous dire que c'est validé par l'ARS, la CNIL, et qu'on a bien un hébergeur agréé données de santé. C'est qui? Pour le moment, donc on est à 1400 vidéoconsultations faites depuis avril 2017. Et je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'on fait depuis avril. Ce qui représente les chiffres d'aujourd'hui, c'est plus 800 patients, c'est 900 patients même, et plus de 7000 inscrits. C'est qui actuellement? Donc c'est une équipe un petit peu similaire à ce que vous disait le docteur Carilla tout de suite, c'est-à-dire que nous, on a 15 personnes, toute une partie technique qui représente 5 personnes, et puis ensuite, on a une partie médicale, on a une partie produit pour chronologiser finalement les différentes fonctionnalités intégrées. Donc il y a toute une partie technique qui est importante. Et puis les professionnels de santé, actuellement, on a 50 praticiens qui travaillent avec nous. Je vous ai mis une grande flèche en haut vers la droite, c'est parce que bien évidemment, ça va augmenter. On en a 30 qui sont en formation actuellement, et on est en train de réfléchir sur des mécanismes de formation pour que vous soyez le plus possible autonome pour pouvoir intégrer cette pratique et donc l'utilisation d'un outil tel que CARE. À terme, ça représentera beaucoup plus de praticiens. Je vous ai mis en aide-mémoire, le ministère de la Santé prévoit 1 million de téléconsultations en 2019. Ça arrive vite, c'est l'année prochaine. Où est-ce que ça se passe? Nous, on ne crée pas de plateforme de télémédecine, je vous redis, on pense vraiment à une intégration dans le cabinet. Donc le praticien, le médecin, il est soit dans son cabinet, soit même éventuellement, on parle de plus en plus de mobilité,
Je vais faire une toute petite digression. On dit qu'il n'y a pas assez de médecins en France actuellement. Sur un registre purement démographique, il n'y a jamais eu autant de médecins en France en termes en valeur réelle. Ce qui manque beaucoup, c'est le temps médical disponible, parce que les pratiques ont changé, les envies ne sont pas les mêmes sur le temps, etc. Il y a là une chose qui n'est pas prise en compte également, c'est la mobilité. Ça rejoint complètement ce que disait le docteur Carella. Un certain nombre d'entre vous vont être remplaçants pendant longtemps, parce que vous avez envie de bouger, vous avez envie de découvrir des régions, vous n'avez pas envie de vous fixer à un endroit. C'est dans l'air du temps, c'est comme ça, sociétalement, les choses sont ainsi faites. Donc ça vous permet de travailler non seulement depuis un cabinet, mais aussi depuis chez vous, à partir du moment où, sur le plan déontologique, vous respectez des critères qu'on fixe, qui correspondent en gros au code de déontologie. Il y avait un représentant du Conseil de l'Ordre tout à l'heure, on s'est basé là-dessus, sur les modalités de pratique. Equerre, nous on est à Paris pour le moment, on est à Paris puis un petit peu à Londres. Je vais vous expliquer juste après pourquoi on est un petit peu à Londres aussi. C'est pas pour des raisons fiscales et c'est pas en raison du Brexit. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est quand? Donc là, vous allez comprendre pourquoi. On a créé mi-2016. L'idée, elle est apparue en 2016 et la décision de création a été faite en 2016. On est 5 associés, donc avec des profils différents, 15 personnes en tout. On a commencé à travailler en avril 2017 pour des patients français résidant à Londres, le temps que l'ARS Île-de-France nous donne l'autorisation pour le faire sur la France. On pouvait le faire en Angleterre, mais on n'avait pas encore l'autorisation pour le faire sur la France. Donc on a commencé sur Londres. Ensuite, en août 2017, on a l'autorisation de l'ARS Île-de-France et on a lancé officiellement en France en novembre 2017, donc il y a 2 mois actuellement, et on commence à communiquer là actuellement. Je vous ai mis février 2018 communication. Notre premier communiqué de presse officiel, c'était la semaine dernière, donc j'aurais même pu mettre janvier 2018. Les objectifs, je vous ai dit tout à l'heure l'état d'esprit dans lequel on le fait. On ne veut pas faire de la médecine low cost. On ne va pas faire un plateau avec des praticiens délocalisés. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est 1, l'intégration au parcours de soins et à votre pratique, je vous l'ai dit. Et 2, de réfléchir en fonction des différents motifs, comment on peut apporter de la valeur ajoutée. Alors vous pensez tout de suite, la première réaction c'est de dire oui, on ne peut pas examiner un ventre, etc. Bien évidemment, ça on ne pourra pas faire. Par contre, quelle valeur ajoutée on peut mettre dans toute la partie explication, dans toute la partie schéma d'anatomie que je procure, dans toute la partie explication physiologique, dans toute la partie reformulation. Combien de patients sortent des cabinets médicaux sans savoir exactement ce qu'ils ont? Donc nous, on insiste lourdement sur le fait que les praticiens formulent et reformulent directement avec les patients pour être sûr qu'ils aient bien compris. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut travailler en télémédecine. Donc la qualité et la valeur ajoutée soignante, c'est fondamental, parce que si on n'arrive pas à le faire, de toute façon, il n'y aura pas d'usage de la télémédecine en tant que telle. C'est comment? Pour les praticiens, vous n'êtes pas abandonnés, on vous forme, on vous rencontre d'abord, on voit si vous êtes motivé, ensuite on vous forme à l'utilisation de l'interface, et ensuite on vous suit. On vous équipe éventuellement, même on vous conseille une webcam particulière, pour la connexion c'est pareil. Donc on vous équipe pour tous ces éléments techniques, et on vous accompagne ensuite dans la pratique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous connectez pour être disponible par exemple 2-3 heures, on vérifie que la connexion est bonne, que vous êtes bien installé, que l'éclairage est bien, que la webcam fonctionne bien, etc. Donc on vous accompagne. Pour les patients, on prévoit quelque chose qui est le plus souple possible. Pardon, j'ai appuyé dessus, mais j'aurais pas dû. Alors, il y a une interface Internet qui existe. Il y a également 2 applis. Vous pouvez les télécharger maintenant si vous voulez sur vos iPhones et autres téléphones. Donc, elle existe sous iOS et sous Android. Avec, pour le patient, cette possibilité que ce soit le plus souple possible. Je ne critique pas du tout ce que font d'autres systèmes. Il y a des services que vous connaissez un peu mieux qui sont basés sur des télécabines de vidéoconsultation. Ces solutions sont un petit peu lourdes. Nous, on fait le pari de la souplesse, de l'agilité, de la facilité. Pour le moment, les retours d'expérience, parce que ce n'est pas le tout d'en parler, mais il faut quand même savoir ce qu'on raconte. Donc, je vous ai dit, on a fait 1400 consultations. À la fin de chaque vidéoconsultation, on fait évaluer le service, à la fois par le praticien et également par le patient. Les retours patients, donc on leur fait évaluer la vidéo, l'audio, normal, la technique, et on leur fait évaluer leur expérience médicale. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait d'avoir recours à un service de vidéoconsultation leur a rendu service. On est à une évaluation qui est entre 4,8 et 4,7. Alors, c'est une note sur 5 qui n'est pas publique. C'est juste nous, on récupère cette information-là en bac. C'est absolument pas public pour les patients et pour les praticiens. Mais donc, la satisfaction sur le vécu, finalement, du patient, elle est de 4,7 sur 5, ce qui est plutôt très bon. Alors, on ne se satisfait pas de ça, on veut toujours faire mieux, mais ça veut dire que quand même, c'est apprécié. C'est ça qui est important. Je vous fais une toute petite revue média rapide. C'est juste depuis la semaine dernière, depuis 10 jours. Ça devait être ça devait être aux alentours du 15-16. Donc France 2, Figaro, RMC, je ne vous relis pas tout. Hein. Ça devait être le 17. LCI, Europe 1, BFM. Et ça, c'était le 18. Huffington Post, pardon. Le Monde, pourquoi docteur, le Parisien, dans lequel on a été cité d'ailleurs. Celle-là, je vous laisse la lire quand même, parce que j'ai trouvé génial dans le quotidien du médecin. C'était le 18, je crois. Mamie de 84 ans sur Twitter qui cherche un médecin. J'ai trouvé assez bonne. Ça devait être le 19. Donc en une journée, vous avez ça, l'opinion, Caducée, les échos, le généraliste, etc. Et ça continue encore et encore.
Je vous laisse les coordonnées, n'hésitez pas, et je suis ouvert à toutes vos questions. Je suis interne en médecine générale premier semestre. Vous parliez de traçabilité en télémédecine, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un compte-rendu de consultation qui va être envoyé via des adresses mail, AppyCrypt, tout ça. Et sur la note de satisfaction, à 4,8 sur 5, quels sont les critères de satisfaction et les questionnaires? Et voilà. Alors, 2 questions. Pour la traçabilité, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a juste une partie vidéo, mais en fait, le reste est un interface médicale, soignant. Le praticien prend des notes au cours de la consultation. Ces notes sont intégrées à un masque de compte-rendu, finalement, qui est généré automatiquement à la fin. L'idée à terme, c'est que ce compte-rendu soit envoyé aux correspondants médicaux habituels du patient, première chose. Deuxièmement, qu'il soit versé au DMP avec une codification, SINDIS et CISP. Donc, alors, on n'a pas de DMP pour le moment, mais on se projette et on s'est mis en mesure de le faire. Donc actuellement, et donc de l'envoyer aux praticiens, je vous ai dit, sur des messageries sécurisées. Le fait est que, c'est l'ASIP qui le dit, seulement 30% des praticiens actuellement ont une messagerie sécurisée. Donc on ne peut pas l'envoyer systématiquement, on ne peut pas envoyer des éléments médicaux sur des messageries non sécurisées. Ce qu'on fait pour le moment, le compte-rendu, on le laisse à disposition du patient. Donc ça veut dire qu'on est complètement transparent pour le patient. Le compte-rendu, il l'a. Ensuite, il fait ce qu'il veut. Et donc, on l'encourage largement ensuite à garder ce compte-rendu et à le communiquer aux praticiens qui voient après. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est sur une phase de démarrage, on est sur une phase de lancement, que tout ça a vocation à être amélioré, mais donc on a déjà envisagé ça. Deuxième question sur l'évaluation, je vous ai dit donc un critère audio, un critère vidéo, un critère expérience médicale, à chaque fois une note de 1 à 5. Et ce qu'on demande en plus aux patients pour le moment, c'est un texte libre, une appréciation en texte libre, s'ils ont aimé, pas aimé, s'ils ont des remarques, etc. Cette partie évaluation, elle est très importante. Alors, elle est pour certains encore un petit peu tabou dans le domaine médical français, parce que voilà, il y a le DPC qui existe pour le moment, on vous propose des formations, mais vous n'êtes pas évalué vraiment. Alors là, vous êtes en formation, pour la plupart, vous êtes évalué, mais vous allez voir que dans votre pratique, vous n'êtes pas forcément évalué. On va évoluer de plus en plus vers des systèmes un peu à l'anglo-saxonne, avec des recertifications périodiques. Donc nous, on a intégré cet élément d'évaluation, on a créé un comité scientifique qu'on a déjà réuni 3 fois. La dernière fois, c'était hier matin. On a encore reparlé de ces questions d'évaluation. Et donc, on va voir comment, justement, on fait évaluer tous ces critères d'évaluation. On a commencé par des éléments simples, mais ça va évoluer. Vous parliez tout à l'heure du téléconseil qui n'était pas encore considéré en tant que tel dans la loi. S'il est intégré, est-ce que ça veut dire qu'il serait coté et rémunéré? Et comment ça serait pris en compte dans ce cas-là? Parce que c'est un peu fragmenté. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre à titre personnel, parce que ça concerne des négociations conventionnelles, mais 2 choses quand même. Le Conseil de l'ordre des médecins a demandé déjà à ce que le téléconseil soit intégré finalement dans la pratique de la télémédecine et ne fasse pas partie de cette zone grise finalement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que MG France, un syndicat que vous connaissez bien, qui participe également aux négociations conventionnelles, a encore publié un article, c'était hier ou avant-hier, sur le fait qu'il fallait que toute cette activité que tous les médecins généralistes font déjà au quotidien soit intégrée à la télémédecine, puisse faire l'objet d'un acte spécifique et donc puisse être rémunérée. C'est une demande. Après, je ne sais pas si comment elle sera négociée. Alors, excellent, business model, c'est des mots dont il ne faut pas avoir peur de prononcer le terme, et le docteur Carilla l'a dit tout à l'heure. Actuellement, si vous téléchargez l'application, vous verrez, on vous propose un abonnement soit individuel à 29 € par mois ou un abonnement familial à 49 € par mois. Ensuite, une fois que vous êtes abonné, le patient a accès à tout. Les praticiens, pour le moment, on les rémunère, donc c'est pour ça qu'on fait payer les patients pour le moment, pour pouvoir rémunérer les praticiens qui travaillent avec nous. Il faut bien comprendre que ce business model, et je n'ai pas honte de le dire, ça s'appelle comme ça, il est temporaire. En fonction des éléments de négociation entre assurance maladie et syndicats, si les actes rentrent dans le droit commun et que les praticiens peuvent facturer ces actes, bien évidemment, on ne va pas continuer à faire payer un abonnement aux patients à ce moment-là. Donc il y aura probablement un droit d'utilisation symbolique, genre de 1 € par mois, un truc comme ça. Mais ensuite, ce sera l'idée des syndicats médicaux, il faut que vous ayez ça en tête, c'est qu'ils leur demande actuellement, leur logique, c'est de dire on doit pouvoir facturer la même chose, que ce soit en physique ou que ce soit en vidéoconsultation. Donc ils partent sur cet esprit-là. Alors, effectivement, deuxième, voilà, c'est bien, on le décline en 2 fois. 29 € accès illimité, et là tu te dis, mais 29 €, le mec il va consulter 10 fois, on n'est pas bénéficiaire.
Nous ne sommes pas bénéficiaires. Le but actuellement, et j'insiste là-dessus, pour nous, ce n'est pas une rentabilité à court terme, on n'est pas là-dedans. Il y a un énorme travail de rattrapage à faire. Ce n'est pas une révolution ce qu'on propose, c'est un retard de rattrapage. Danemark, ça existe depuis 10 ans. En France, pour X raisons que je vous ai un peu évoquées tout à l'heure, ça ne s'est pas fait. Donc nous, ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on se fait financer pour pouvoir, 1, démontrer que l'usage existe, et 2, qu'on est capable de délivrer un service de qualité. Donc on est déficitaire actuellement. Et je répète, ce modèle n'est que temporaire en attendant que la pratique soit intégrée au droit commun. Alors c'est un système temporaire. Effectivement, on n'est pas dans la logique secteur 1, secteur 2, puisque nous, les praticiens, on les rémunère à l'heure. Donc les praticiens qui travaillent avec nous nous délivrent une prestation de service et on les rémunère à l'heure. Alors notre volonté, ce n'est pas de contourner secteur 1, secteur 2, c'est qu'à terme, d'ailleurs, les praticiens de secteur 1 puissent facturer en secteur 1 et que les praticiens de secteur 2 puissent facturer en secteur 2. Chacun libre dans sa pratique, finalement. Alors, pour le moment, on ne les salarie pas. Ce n'est pas du salariat, c'est-à-dire c'est la prestation de service. Ils nous font une facture. Pour être très clair, on les rémunère 90 € de l'heure. Un praticien qui fait 5 heures pour nous, il nous fait une facture de 450 € et on le rémunère 450 €. Là-dessus, il lui reste ses charges, bien évidemment. Donc, en gros, il va avoir 30%, 150 € d'URSSAF, de CARMF, etc. Et le reste, c'est pour lui en net. À terme, il facture ses actes et c'est comme dans la vraie vie actuellement. Est-ce que ce genre de système appliqué à la médecine générale risque pas de poser des problèmes dans le suivi des patients et risque pas de poser des problèmes de nomadisme médical? Alors, ce sera juste pour préciser que ce sera la dernière question avant de passer à la prochaine présentation. Désolé. Sinon, moi, je veux bien rester. Alors, nomadisme médical, j'ai envie de dire oui et non. Je vais faire une réponse un peu de normand. J'ai fait une partie de mes études à Rouen, donc je suis habitué à ces réponses. Oui, parce qu'on se dit forcément l'accès est plus simple, donc ça favorise le fait du deuxième avis, je vais redemander un avis à quelqu'un, etc. Je ne vais pas vous dire non. Par contre, après, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on le fait. C'est-à-dire que les praticiens qui travaillent avec nous, la logique qu'ils ont, c'est de toujours réorienter le patient sur son parcours de soins habituel. Donc, est-ce qu'il vaut mieux un patient qui va aller passer du temps sur Internet, sur des forums, etc., ou éventuellement qu'il sache que ce service existe, qu'on va lui donner une explication et qu'on va le réorienter vers son parcours de soins? Ça, c'est la première chose. Là où je vais répondre non, c'est sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, on génère à chaque fois un acte avec un code, que tout ça, normalement, est intégré dans un DMP. Ça veut dire que, finalement, il y a une vraie traçabilité pour le patient et que les praticiens en aval pourront avoir une traçabilité. Ce que personne d'entre vous n'a pour le moment, parce que si vous travaillez à l'hôpital, vous avez votre dossier de l'hôpital. Si vous travaillez dans votre maison médicale ou dans votre cabinet, vous avez votre dossier local, mais vous n'avez absolument pas accès aux autres informations. Donc, il y a un peu des deux. J'ai vu qu'il y avait une autre question, mais vraiment désolé, on va passer à la prochaine présentation. Donc merci beaucoup pour votre présentation. Donc maintenant, je vais pouvoir passer la présentation de Tjasn. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, on est venu en force avec la société Tuan. Donc on va co-animer cette présentation qui va vous présenter finalement la dernière application qu'on a mis au point à destination des patients et des professionnels de santé. Je m'appelle Thierry Jacquemont. Florian se présentera tout à l'heure quand il prendra la parole. Je suis en charge notamment de la formation médicale pour le groupe Tuan et de la présence de Tuan sur les congrès de médecine. Avant toute chose, il nous semble important de vous présenter à quelques mots notre société, société exclusivement française qui existe depuis 170 ans et qui est spécialisée dans la conception, la distribution du matériel orthopédique de série. On va y retrouver dans ces gammes, bien sûr, des ceintures lombaires, tous les appareillages qui vont traiter les désordres ostéo-articulaires au niveau du membre inf, du membre sup, et puis également toutes les orthèses qui seront utilisées en phlébologie et en lymphologie. Nous sommes considérés aujourd'hui, sans prétention aucune, comme un des principaux, sinon le principal acteur de ce dispositif sur le marché français, étant donné que nous sommes la première marque prescrite et puis la première marque distribuée en pharmacie et en magasin spécialisé. Nos produits sont plutôt reconnus comme innovants, ce qui a donné d'ailleurs
l'occasion à certains d'entre eux d'être récompensés sur du design médical ou sur différents prix liés à la médecine en termes d'innovation. Et puis c'est vrai qu'on essaie en tout cas d'avoir une image d'expert pour répondre aux attentes des médecins en proposant notamment des études cliniques qui mettent en valeur l'intérêt, l'utilité de certaines solutions. Probablement qu'aujourd'hui, l'étude la plus reconnue, c'est celle qui date de 2009 et qui porte sur l'utilité des ceintures lombaires dans la prise en charge du patient lombalgique subaigu, qui est considérée comme une des études les plus robustes du marché aujourd'hui. L'application qui vous sera présentée aujourd'hui traite de l'intérêt de la prise en charge et de l'évolution de la prise en charge qu'on peut apporter. Alors pourquoi la lombalgie? D'abord, c'est une pathologie sur laquelle on porte un regard particulier, étant donné qu'on essaie de valoriser l'utilisation de l'orthèse sur cette indication-là, mais aussi bien sûr parce que la lombalgie représente, en tout cas affectera 80% de la population. Aujourd'hui, c'est reconnu avec des affections plus ou moins sévères, que 10% de ces affections passeront malheureusement au stade de la chronicité et que ça génère un coût important, plus de 80% des coûts dédiés au traitement de la prise en charge du lombalgique, mais aussi bien sûr parce que ça représente 14,5 millions de lombalgies traitées par an, 3 milliards d'euros pour notre système de santé, et que la lombalgie malheureusement détient un triste record qui est celui de la première cause d'invalidité avant 45 ans. Notre application est résolument tournée vers le coaching personnalisé en utilisant bien sûr les avantages que propose la e-santé aujourd'hui, et ceci à destination des patients et des professionnels tels que les médecins. Alors pourquoi cette orientation? D'abord parce qu'on constate assez facilement que les tendances sociétales comme l'isolement de la population ou alors encore plus le comportement du patient aujourd'hui qui devient un peu plus acteur de son traitement, ou encore les tendances médicales avec le développement de la e-santé, ça vient d'être très facilement développé et présenté juste avant nous, le renforcement de la prévention, ou en tout cas l'intérêt que porte le patient vis-à-vis de la prévention, et bien sûr les tendances technologiques avec le constat qui est de dire aujourd'hui que la santé est aujourd'hui et sera la première industrie concernée en termes de bénéfices par le big data. Et bien, à travers ça, bien sûr, les objets connectés, les applications vont permettre de collecter et d'exploiter les données à destination des patients. Il a été intéressant d'observer qu'il y avait un intérêt vraiment important aujourd'hui pour l'accompagnement du coaching vis-à-vis de la prise en charge de la lombalgie. Il nous a semblé intéressant de vous présenter très rapidement les résultats d'une étude clinique qui a été menée par l'équipe du professeur Couder au service de médecine de réadaptation du CHU de Clermont-Ferrand et qui a observé finalement l'évolution d'un groupe de patients à qui ils ont proposé de découvrir un livret du dos qui a permis en fait d'observer l'évolution de leur capacité fonctionnelle après lecture de cet ouvrage. Et finalement, tout en suivant l'échelle de Québec, les scores de Québec qui permettent d'évaluer les gestes de la vie quotidienne, il a été prouvé de manière très significative que les patients qui avaient été éduqués et qui comprenaient mieux leur problème médical avaient finalement une amélioration très nette sur leur capacité fonctionnelle. L'autre étude qu'on a souhaité mettre en avant, ça a été de comprendre ce que les patients pouvaient en attendre, en tout cas lorsqu'ils étaient traités avec l'utilisation de la technologie et du digital. Donc ça, on le retrouve dans une étude clinique qui est assez récente, celle de Palazzo en 2016, et qui finalement distingue deux situations. Tout d'abord avec les adultes lombalgiques. Alors là, on est plutôt sur la phase chronique. Tout d'abord ceux de moins de 50 ans qui expriment qu'ils ont véritablement un souhait de retrouver un environnement ludique sur leur prise en charge et éventuellement la possibilité de faire évoluer les programmes de réadaptation fonctionnelle qui sont proposés. Et puis un deuxième groupe de patients qui, lui, est plus âgé et qui a démontré un intérêt, un souhait d'être plus accompagné, d'être guidé pour exécuter correctement les exercices de réadaptation fonctionnelle. Donc ceci nous a amené à vous présenter l'application, mon coach dos, et je passe la parole à Florian. Merci Thierry, bonsoir à tous. Alors Florian Bécard, je travaille pour le groupe Tuan.
je m'occupe spécialement de la gamme Do pour eux. Alors on va aller directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'application Mon Coach Do, qui a été lancée maintenant il y a à peu près 2 mois, c'est une application qui aide les patients lombalgiques à prendre leur dos en main. Alors concrètement, l'application elle a été développée par Tuan, mais conçue en partenariat avec des professionnels du mal de dos. Pour vous donner un tableau assez large de l'application aujourd'hui, quels sont ses bénéfices principaux? Le premier, c'est centraliser l'information. Une éducation thérapeutique pour les patients lombalgiques pour les aider au quotidien dans le management de leur mal de dos. Un accompagnement et une motivation, donc là on va retrouver le concept de coaching. Et enfin, bien évidemment, tous ces trois paramètres qui vont nous amener à améliorer l'observance patient. Donc, comme je vous le disais, la solution a été développée en partenariat avec des professionnels de santé, donc plus particulièrement le service MPR du CHU de Clermont-Ferrand avec le professeur Couder. Nous avons aussi la contribution d'une équipe pluridisciplinaire de médecins physiques et rééducateurs, donc particulièrement le professeur Calmels du MPR du CHU de Saint-Étienne et le professeur Duperron du CHRU de Nîmes. Et dans le pôle de leaders d'opinion qui se sont joints à nous pour le développement de cette application, nous avons aussi des kinésithérapeutes, notamment M. Xavier Dufour. Donc une application afin de répondre aux besoins des patients. En amont du développement de l'application, vous imaginez bien qu'on a créé des focus group Cali afin de définir aujourd'hui pour un patient lombalgique quels sont ses besoins. Donc ce focus group anonymisé nous a permis d'identifier un premier, non des moindres, qui est un besoin de centraliser l'information. Vous imaginez bien un patient lombalgique qui a des problèmes lombaires, qui a mal au dos depuis de nombreuses années, va chercher de l'information pour comprendre sa pathologie. Le premier réflexe va être bien évidemment d'aller sur Internet avant même de consulter aujourd'hui un professionnel de santé. Le réflexe, c'est d'aller sur Internet. Et là, vous imaginez bien qu'on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Les informations qui vont s'afficher, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Donc ça a été le premier besoin qui est remonté lors de ces focus group. Le deuxième était un besoin de circonscrire et d'affiner les actions à mener. On peut prendre l'image d'un patient lombalgique qui va voir son kinésithérapeute et qui va être conseillé dans la réalisation de certains exercices. Après quelques semaines, après quelques mois, le patient va naturellement oublier à quelle temporalité il faut faire les exercices. Est-ce qu'il les fait bien? S'il n'a pas noté dans le détail tout ce que le professionnel de santé ou son médecin traitant lui a dit, il peut oublier certains exercices à faire. Donc là, on va rencontrer un problème d'observance. Donc, le deuxième besoin ici qui a été identifié, c'est clairement un suivi, un coaching. Le troisième, c'est un accompagnement. Un patient lombalgique, malheureusement, risque d'être dans un cercle un peu vicieux. Avec les arrêts de travail, il va se décentraliser de la société, de sa vie de tous les jours. Il va avoir mal, il va arrêter les activités. Et comme l'a très bien dit Thierry Jacquemont en début, 10% des lombalgies vont devenir chroniques. Et le risque de la chronicité, c'est la manque d'activité. On peut le voir d'ailleurs, on peut mettre ça en exergue avec la communication de la CNAM sur ce début d'année, où ils disent la lombalgie, le mal du siècle. On est bien dans une perte d'activité qui va amener à cette chronicité. Donc un besoin d'accompagnement au quotidien de la part des patients lombalgiques. Donc si on regarde ces 3 facteurs, s'ils n'ont pas une réponse adéquate, clairement, ils peuvent participer à une moindre motivation et donc à une moindre observance dans leur traitement de la lombalgie. Alors concrètement, l'application, elle fait quoi? On a un premier menu très important, c'est « Informez-vous sur le mal de dos ». Dans ce menu, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour comprendre la pathologie. Vous allez avoir un deuxième menu qui est « Moment ». Dans le moment, il y aura des conseils pratiques en fonction du moment de la journée pour aider les patients lombalgiques à avoir les bons mouvements, à leur donner des conseils bienveillants et pratiques pour limiter leur douleur. Enfin, vous allez avoir un menu exercices, où il y a aujourd'hui une vingtaine d'exercices vidéo réalisés encore une fois avec des professionnels de santé qui vont aider les patients lombalgiques à réaliser des renforcements musculaires, des étirements, etc. Tous les exercices peuvent être compilés sous forme de programmes qui peuvent être créés en partenariat avec des professionnels de santé. Et enfin, la dernière partie, et le non des moindres, où on va retrouver l'aspect de coaching. À travers un petit formulaire, les patients lombalgiques, les utilisateurs de l'application pourront rentrer leurs informations et avoir un suivi personnalisé dans le temps, partageable avec des professionnels de santé. Donc si on va un peu plus dans le détail dans les menus, vous voyez ici 2-3 écrans qui s'affichent dans les slides, où vous allez trouver, par exemple, des conseils pratiques, comme je le disais. Alors, l'application, c'est un cube de données, on peut y rentrer de plusieurs manières possibles.
On va retrouver des informations scientifiques sur la lombalgie, avec notamment des publications scientifiques qui sont mises en avant pour essayer de comprendre ce qu'est la lombalgie, des chiffres clés, les solutions reconnues aujourd'hui dans le traitement de la lombalgie, des informations sur la ceinture lombaire et des cautions médicales. Dans le menu moment, en réflexion dans le développement de l'application, on s'est dit qu'il fallait définir au moins 6 moments au travers desquels l'utilisateur de l'application, le patient lombalgique, va pouvoir se retrouver. L'objectif d'avoir une application de coaching dans la poche, c'est qu'elle puisse être utile à n'importe quel moment de la journée. Par exemple ici, si on prend transport, si vous allez dans l'application et vous cliquez dessus, vous allez avoir un message bienveillant qui va vous expliquer comment sortir de la voiture sans se faire mal aux deux, sans créer un moment cinétique et une torsion entre le monde supérieur et le monde inférieur. Il y aura aussi, alors c'est une application qui est assez vivante, des pushs d'informations avec des quiz pour ramener l'utilisateur à s'informer le plus précisément possible sur sa pathologie. Alors aussi, avec les moments, vous le voyez sur la dernière image en bas à droite, il y a des vidéos d'exercices qui sont conseillées en fonction du moment de la journée. Si vous êtes au travail, en transport ou chez vous, vous n'allez pas pouvoir réaliser les mêmes exercices. La partie exercice. Donc une vingtaine d'exercices aujourd'hui qui sont disponibles, qui ont été, encore une fois, je réinsiste, c'est très important et c'est toute la caution de l'application. Sinon, on peut aller sur Internet aujourd'hui et trouver plein d'exercices et plein de conseils d'exercices. On l'a fait, bien évidemment, dans le développement de l'application. Concrètement, il y a certains exercices qu'on n'aurait pas recommandés à des patients lombalgiques. Ici, tout ce que vous avez trouvé dans l'application a eu la caution médicale. Donc les exercices sont explicités. Vous avez des sous-titres, vous avez de l'infographie 3D qui va expliquer aux patients comment faire les mouvements, à quelle force les faire, avec quel angle d'inclinaison, etc. De la même manière, un objectif de l'application, c'est l'observance. Et c'est recréer, renforcer le lien entre le patient et son professionnel de santé. Donc il y a la possibilité de créer des programmes d'exercice. Par exemple, je veux faire du renforcement musculaire le lundi entre 12 et 16, le mardi en fin de journée, etc. Et de définir une temporalité, un nombre de fois où il est nécessaire de faire l'exercice. Tout cela avec une incrémentation qui va permettre à l'utilisateur, au patient, de suivre combien de fois il a fait l'exercice dans le temps. Alors, l'objectif de l'application, ce n'est pas d'avoir une fonction intrusive. Donc, bien évidemment, les rappels, la périodicité, le timing, les notifications, tout cela est paramétrable dans l'application. Et enfin, le menu le plus intéressant, à mon sens, c'est le menu suivi, le menu coaching. Au travers d'un petit questionnaire qui dure vraiment 2-3 minutes, l'utilisateur peut répondre à quelques questions sur son niveau de douleur, sur la prise dentalgique, par exemple, sur le nombre d'exercices qu'il a fait récemment, sur une cause probable, un pic de douleur sur la partie lombaire. Et ça va permettre de créer un reporting en 4 points dans l'application et d'avoir un historique. Ce qu'on nous a dit au moment des focus group avec des professionnels de santé, alors, on avait des orthopédistes et on avait des médecins de MPR dans le lot, ils nous disaient en fait on a un patient qui vient nous voir après 1 mois où on ne l'a pas suivi et on lui demande quel est son niveau de douleur, comment il s'est senti, comment a évolué sa lombalgie sur les 4 dernières semaines. Et là, souvent, il y a un manque d'information. Le patient va arriver et dire j'ai eu un pic de douleur à tel moment, j'ai fait un peu plus d'exercice, j'ai fait un peu plus de sport avec ma famille, je me suis senti mieux, etc. Mais dans le détail, l'information n'est pas tracée. Ici, avec cette application, c'est possible. Le patient peut décider de rentrer son suivi 1 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Encore une fois, on n'a pas une fonction intrusive. Il va enregistrer ces informations et va pouvoir les exporter en PDF et les partager avec son professionnel de santé, toujours dans un souci d'une meilleure communication, d'une meilleure compréhension de sa maladie. Alors bien évidemment, l'application va donner quelques reportings sur le niveau de douleur, corrélé avec le niveau d'exercice qu'il a fait, corrélé avec le nombre de vidéos d'exercice qu'il a pu voir et qu'il a pu remplir. Alors on a lancé l'application il y a maintenant 2 mois. En dernière phase de développement, vous imaginez bien, on a revalidé les bénéfices lors de groupes Cali avec des patients lombalgiques. Et vous voyez ici à l'écran quelques phrases qui ont pu sortir. Notamment, moi ce que je trouve très intéressant ici, c'est la réponse à la douleur psychologique aussi bien que physique. Alors un patient lombalgique, il a une douleur physique certes, mais il a aussi une douleur psychologique. Il ne peut plus faire d'exercice, il ne peut plus aller au ski, il a du mal à aller au travail, il a des arrêts maladie, donc il est dans un cercle vicieux. Et le coach ici, son intérêt, c'est vraiment de l'accompagner tous les jours. Tous les jours, alors l'application a vraiment été développée pour qu'elle soit utilisable, que ce soit au domicile, au travail, mais aussi en partenariat avec des professionnels de santé.
Le rôle de mon coach d'eau, ce n'est pas de se substituer, loin de là, au professionnel de santé. On n'a pas de rôle conseil ici. D'ailleurs, l'application à aucun moment ne donne un quelconque conseil médical, mais a bien pour rôle de renforcer la communication, de favoriser l'observance et d'offrir plus d'outils dans le panel du professionnel de santé pour suivre ses patients. Donc voici en conclusion, donc l'application est disponible depuis 2 mois, elle est sur les stores, donc je vous invite bien évidemment à la télécharger, à regarder. On a déjà des très bonnes stats avec en moyenne, on a 100 nouveaux utilisateurs par jour et 3000 utilisateurs quotidiens. Et on en profite pour faire aussi un petit appel à candidature. Donc nous avons déjà des études cliniques en cours avec des professionnels de santé pour évaluer les bénéfices de cette application. Et si dans la salle, certains d'entre vous se sentent l'envie de conduire des études cliniques en partenariat avec Tuan sur mon coach d'eau, eh bien c'est bienvenu et nous vous accueillerons avec plaisir. Donc on va passer aux questions. De la même manière, on va faire assez court. On va essayer de faire 2 ou 3 questions et ensuite passer au dernier partenariat. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Bonjour, je suis interne en première année du coup de médecine générale. Je voulais savoir s'il y avait de la publicité présente dans l'application, vu que c'est une application de Tuan. Et étant donné qu'il existe une application de l'assurance maladie pour les lombalgiques qui s'appelle ActiveDo, quels sont les avantages du coup de l'application Tuan par rapport à cette application ? Alors, ça marche, oui. Merci pour votre question. Alors en effet, on a un peu de publicité, alors principalement au travers de nos orthèses, qui sont disponibles en pharmacie, mais vous trouverez aussi de la publicité digitale. Alors pour l'application de la CNAM, c'est une excellente question, étant donné que nous avons lancé notre application à peu près une semaine avant la leur. Et bien évidemment, nous avions été en communication avec la CNAM sur ce type de développement. Donc moi, je pense que ce sont 2 applications qui sont complémentaires. Aujourd'hui, on a, comme l'a très bien dit Thierry Jacquemont en début de présentation, c'est 4,5 millions de nouveaux lombalgiques diagnostiqués par an. C'est la première cause de dépenses de la sécurité sociale en France. C'est 80% des Français qui auront mal de dos au moins une fois dans leur vie. Donc on est quand même sur une pathologie aujourd'hui qui est très présente. Donc c'est un maximum d'outils et d'applications pour pouvoir traiter cette pathologie est bienvenu. Aujourd'hui, nous, on se met vraiment en partenaire avec la CNAM, notamment sur les développements de ce type-là. Alors, l'application est gratuite, oui, bonne question. Elle est disponible sur les 2 stores. Alors, désolé pour les utilisateurs de Windows Phone s'il en reste. On n'est que sur iPhone et Android. Elle est gratuite. La partie suivi coaching pour valoriser l'ensemble du développement et du travail qui a été fait en background est à un coût de 5 € par an, donc un coût symbolique. Et gratuite pour les professionnels de santé, bien évidemment. Est-ce que les médecins peuvent avoir accès en gros au suivi de leurs patients qui utilisent l'application pour voir du coup s'ils l'utilisent bien quotidiennement, des choses comme ça, et avoir un suivi de leur Alors c'est une très bonne question. Là, aujourd'hui, le lien peut se faire entre le patient lombalgique et son professionnel de santé au travers des reportings. Tout simplement, en faisant un export PDF, le professionnel de santé va pouvoir voir dans le temps tout ce qui a été fait, les niveaux de douleur, l'évolution du niveau de douleur en fonction si le patient a rempli ou non son suivi, et les exercices qui sont faits. Ensuite, au travers de la discussion, le professionnel de santé peut créer un programme spécifique d'exercice pour le patient directement sur son téléphone et définir la périodicité, quel type d'exercice il faut faire, combien de fois par jour, etc. Merci pour vos questions. Encore une fois, désolé, on s'excuse si vous avez d'autres questions, si vous voulez encore en poser aux partenaires, il y a les stands qui sont encore présents. Donc on va pouvoir passer à la prochaine présentation et encore un grand merci pour votre présentation. Entre membres de structure, de continuer, de bien se former et de continuer durant toute notre carrière d'être pas trop mauvais médecin. Et récemment, puisqu'on a créé la start-up New Health Community, donc tout ce qui a été dit sur les start-up avant, c'est vraiment très important.
Un chiffre actuel, c'est 3 pour 1000 d'investissement dans la e-santé, ça c'est aujourd'hui. Et dans les 3 à 5 ans, on sait que le budget de la e-santé va devoir monter à 2%, en sachant que la santé, sur le PIB français, c'est 11%. Donc on est sur des sommes colossales et il n'y a pas vraiment de concurrence. Tout naît, tout disparaît et tout doit être bon à prendre en fait dans ce qui apparaît aujourd'hui parce qu'on est vraiment un petit champignon qui pousse tranquillement et qui est incubé à droite, à gauche, dans toutes les villes, et ça fleurit. Et c'est vraiment, je pense que tu me contreras pas là-dessus, vraiment extraordinaire ce qui se passe dans la e-santé actuellement. Donc, biosynapse.com, vous avez l'interface. Je vais vous faire passer quelques flyers. Vous pouvez vous inscrire, vous avez surtout le QR code, pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou vous inscrire directement. On a fait le lien hier soir, on est en pré-lancement. C'est un réseau social professionnel destiné aux médecins, aux internes et aux externes, à partir donc de la 4e année, qui est vraiment réservé au corps médical. Réseau social professionnel et qui vient proposer 30 outils numériques. Donc, de la même façon qu'on a tous aujourd'hui son smartphone dans la poche qui sert à 2 choses, téléphoner et utiliser Internet. Vous avez tous vos propres applis, votre propre bureau, et on a essayé de recréer ça via un cercle vertueux où on met en place les internes, les médecins, y compris même le panel de retraités qui a travaillé avec nous. À la base, l'étude de marché, on s'est rencontrés tous, on a pris notre réseau et on a dit qu'est-ce qui nous manque, comment on pourrait améliorer les choses. Aujourd'hui, c'était il y a 1 an, on a le numérique, le web qui va nous aider, on a de l'intelligence artificielle, on va avoir de la robotique, on a énormément de choses. On a mis toutes nos idées, les préoccupations de chacun dans un algorithme et il en est ressorti 30 outils numériques. Je ne vais pas vous les énumérer, je vais vous montrer un peu le cœur du site. Aujourd'hui, vous pouvez vous y inscrire, allez-y, c'est gratuit pour les internes. On est en pré-lancement, faites le buzz autour de vous. En quelques clics, vous vous inscrivez. Nous, notre préoccupation, c'est cette communauté médicale. Donc, les inscriptions seront vérifiées. Au mois d'avril, on sortira le site, l'interface qui sera active. Vous recevrez un message qui vous dira « Ok, c'est validé ». On va vérifier votre identité. Vous recevrez un deuxième message « Ok, vous pouvez commencer à naviguer. On sait que vous êtes un professionnel de santé médicale ». Vous y découvrirez. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Ça, c'est la page d'accueil. Ça navigue ici. Qu'on peut retrouver. Voilà, médecin et chercheur en sciences médicales. On peut descendre tranquillement. On a regroupé ça en 6 thèmes. Un des thèmes principaux là, c'est plus pour les internes, va vous aider dans la recherche d'un sujet de thèse, va vous aider dans l'étude de votre thèse pour ceux qui sont déjà 3e, 4e semestre ou un peu plus avancés. Je vous défile un petit peu. En parallèle, vous savez que vous avez votre questionnaire, il faut trouver 80, 100 médecins, c'est toujours la galère, ça prend des semaines, voire des mois. D'utiliser en fait la communauté médicale, c'est un gros avantage à ce moment-là. Et il y a un côté aussi internationalisation, d'où on commence par Biosynapse, on est tous une interconnexion et au niveau international, on peut représenter le cerveau. Plus qu'un PowerPoint avec la présentation des 30 outils numériques, je vais vous l'illustrer avec des captures d'écran. C'est la première présentation, on est content parce qu'on est ici avec l'ISNAR. Et donc on fera certainement, je dis on parce que ce n'est pas que moi, Nicolas Omer,
qui est sorti ça. C'est toute une équipe. Et ça, c'est le cœur, où on a évidemment l'appli sur tablette, sur téléphone, qui est en version responsive, et on a les raccourcis. Ça, par exemple, ça illustre un partage de cas cliniques. C'est un des outils. On poste très facilement, il y a un questionnaire, vous mettez la photo s'il y a une photo, peu importe. Le texte ne tenait pas compte, on a du latin, on est en fin de développement, donc il y a toujours un process à respecter par rapport à la recherche et développement, mais tout est fait dans le cœur chez les développeurs. On choisit la salle là où on veut le poster, si on a un cas clinique de chirurgie, de dermato, peu importe, de neuro, et puis on poste. Il y a un flux et un fil d'actualité, c'est-à-dire que soit on le met dans le flux, le gros avantage là, c'est que c'est pris en charge. On n'est pas sur du Facebook classique. C'est pris en charge par un algorithme qui va les renseigner. Vous êtes de garde aux urgences, vous avez un problème d'ortho, vous mettez vous renseignez en fait toujours 3 mots-clés, hashtag, problème d'une fracture de poignet un peu bizarre, ou vous êtes au cabinet, vous avez besoin d'être renseigné. Il n'y a pas une urgence, une semi-urgence. Vous renseignez ça par 3 mots-clés. Et par la spécialité, c'est pris en charge par l'algorithme qui vient le positionner par ceux qui sont renseignés orthopédistes en spécialité, et aussi parce que, moi je suis médecin du sport par exemple, j'aime bien l'appareil locomoteur, centre d'intérêt, orthopédie. Et donc ça vient se renseigner directement dans les boîtes de ceux qui sont renseignés. Et à ce moment-là, vous êtes à Saint-Étienne, vous êtes à Lille, vous êtes n'importe où, puisqu'on a une communauté internationale du fait de notre réseau, implantée aussi un petit peu sur les 5 continents. Vous pouvez très bien avoir un Américain sur un fuseau horaire, ou quelqu'un, vous êtes à Nice, qui est à Saint-Étienne, qui vous répond, ainsi de suite. Le flux, le fil, la différence, c'est que, par exemple, le panel de retraités qui a bossé avec nous, nous dit mais c'est génial parce que nous, quand on arrive à la retraite, sauf quand on est généraliste, on peut bosser un peu, eh ben, je suis chirurgien, je ne bosse plus, j'ai encore des compétences, et bien là, moi je peux lire, je peux balayer. Donc vous voyez, on a des flèches, cas suivant, je valide, je donne mon diagnostic, non ça ne m'intéresse pas, je passe, ce n'est pas ma compétence. Les externes qui sont venus bosser avec nous ont dit bah ouais, parce que nous, avant de prendre nos premières gardes, pour certains c'était il y a 6 mois, il y a 1 an, on n'est pas très à l'aise et on voudrait bien faire du clinique. Et donc c'est du cas clinique et on vient balayer en fonction de son appétence les différents cas cliniques qui sont présentés, et on peut répondre ou pas, on balaye. Là, donc, on est dans le fil d'actualité. On vient poster. Donc, Dr. House est venu nous prêter main forte. On vient poster en fait son cas clinique. Ça apparaît comme ça. C'est-à-dire que voilà, là, il y a un problème. Alors, ne tenez pas compte, encore une fois, des titres ni des textes. C'est volontaire. On a l'avatar. Quand on s'est renseigné, vous pouvez vous identifier, vous mettre la photo de votre chat, c'est à vous de voir. Hein. Si vous vous identifiez personnellement, mais vous serez identifié, par contre, on saura qui nous parle. Si on est externe, si on est interne, si on est médecin. Thésée, éventuellement si on est professeur. Et puis, donc ça, c'est un scroll. C'est-à-dire que ça, c'est votre page libre en permanence, où vous avez votre page personnelle, vous avez renseigné vos sites. On vous propose des sites déjà personnalisés. Vous vous renseignez comme orthopédiste. Vous aurez les sociétés savantes d'ortho. Ça, on a bossé avec les internes et les jeunes orthopédistes qui nous ont dit, nous, ce qu'on utilise le plus, c'est ça et ça. Et puis là, c'est un scroll. Donc pareil, hop, c'est posté. Et puis, vous pouvez scroller, monter et descendre. La suivante. Le module Synapsia, donc c'est un des thèmes dont je vous parlais tout à l'heure, où on va retrouver un petit peu tout ce qui est plutôt recherche, collaboratif. Les sujets de thèse, on clique dessus, soit on peut incrémenter tous les jours au cabinet, soit, moi je suis maître de stage avec les internes, je me dis tiens, ça ferait un bon sujet de thèse, des fois on est sur un truc, et puis le soir, bon bah c'est oublié. Là on peut le poster
en direct pour la communauté. Et de l'autre côté, on fait recherche. Tiens, je suis en train de bosser, est-ce que j'aurais pas des idées de sujets de thèse? Parce que vous verrez pour certains, ceux qui n'ont pas et celles qui n'ont pas débuté, de temps en temps, ça prend des semaines et souvent des mois avant de trouver un sujet de thèse qui vous convient en fait. Déposez vos scripts et vos articles, parce que c'est le côté sympa. Vous en déposez combien dans votre portfolio? Moi, j'en corrige à la toc et je me dis, ça va où? Ça reste dans l'ordi de chacun. C'est juste dommage. Là, vous publiez, ou même moi, je publie plus trop, je publie quelques petits trucs, mais très peu par rapport à vous. Je vois des articles super bien faits. Qu'est-ce que je fais? Un clic droit, hop, et je l'importe là. C'est pas moi qui l'ai écrit, il y a la biblio. Vous, par contre, c'est vous qui avez fait votre biblio, c'est vous qui l'avez rédigé. Ça peut être un SCRE, ça peut être un AEP, peu importe. C'est toujours quand même remarquablement fait, et c'est dommage que ça disparaisse. Vous venez le publier. 3 mots-clés, votre nom et la référence, qu'on traduit aussi en anglais, pour ensuite avoir dans le moteur de recherche. À l'autre bout de la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un problème, n'importe quel médecin est au cabinet, et vous verrez, parce que on considère qu'au bout de 10 ans, c'est moi, 10 ans de cabinet, 50% de nos connaissances sont obsolètes. Ça ne veut pas dire que tout a changé, la médecine n'a pas changé. Un ventre, vous savez toujours l'examiner aussi bien que moi, et moi aussi bien que vous, avec un peu plus d'expérience, mais les derniers recos, tout n'est pas mis à jour. Moi, ma première source de formation médicale continue, c'est mes internes de niveau 1, et ça se passe, on a toujours entre 4 et 5 internes au cabinet, on est 4 associés. Aujourd'hui, on considère qu'on doit travailler comme ça et qu'en permanence, on doit faire du collaboratif et ainsi de suite. Ça paraît évident certainement pour vous et pas pour tous les médecins. Et donc, on veut mettre le maximum de confrères dans la boucle et que ça fonctionne comme ça. Donc, je tape algodystrophie de l'épaule parce que je suis en train d'avoir un, plutôt que d'aller sur Google comme d'habitude. Et d'avoir les sites qui commencent Doctissimo, monépaule, ainsi de suite. Ben là, j'ai un site professionnel avec des articles faits par vous. Ça va être Christophe Béranger, excuse-moi, hein, ça sera toi, qui a publié ça. La biblio, c'est juste super bien fait. Et en une page PDF, j'ai tout. J'ai la biblio, je sais que c'était publié en 2017 par telle personne qui était interne. C'est juste top. Partagez vos projets, vos expériences, vous en avez énormément. Tout à l'heure, on parlait que de bonnes applis. Vous êtes médecin, vous développez une start-up, il y a des applis. On me posait tout à l'heure en one-to-one, on me dit, moi j'ai un ami qui est chirurgien qui développe une appli sur tel truc. C'est juste une excellente idée. Lui, il est inscrit. En termes de business model, aujourd'hui, allez-y, c'est gratuit pour tous les internes et ça sera payant parce qu'on ne veut pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou d'autres. Donc, ça sera payant pour nous, médecins plutôt seniors, et de l'ordre de 15-20 € par mois, c'est-à-dire moins d'une consultation qu'on met dans nos charges. Donc, le but n'est pas de faire de l'argent, mais de hisser vers le haut et de pouvoir proposer en fait le maximum. Donc il y a du collaboratif, des challenges scientifiques, ce sont les patrons. Ce sont les patrons qui vont nous mettre des cas cliniques, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui vont nous challenger en permanence, qui vont nous poser des rébus, qui vont nous poser des choses. Alors ça sera français, international. On a commencé au début, on se dit on mettra un patron, parce maintenant on a quand même un petit peu plus de bouteilles que vous, et on a des amis qui sont devenus de nos promos patrons à leur tour, et qui nous ont dit bah ouais ok. Et puis finalement en challengeant au niveau international, il y a des Australiens, des Américains, des Sud-Américains, des Brésiliens, qui ont des expertises mais juste énormes dans leur domaine d'activité, et dans l'ordre. Vas-y. D'accord. D'accord. Ça roule. Vas-y. On les enfile. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. C'est très simple. Déposez un script, le titre, 3 mots-clés, vous le décrivez, vous joignez le document, votre document, clac, et c'est incrémenté dans la base de données. Donc, en 2 clics, pour vous, mettre tous vos documents, toutes vos productions écrites, c'est vraiment très bien fait.
Le sujet de thèse, c'est aussi pour votre étude de thèse, c'est le même principe. Vous vous retrouvez, c'était juste pour vous montrer un peu la pagination. Partager le projet, on vient d'en parler. Ça, c'est pour les challenges scientifiques. Vous retrouvez les différents... parce qu'il y a du challenge, donc forcément, il y en a qui arrivent à challenger plus rapidement. Et on retrouve à la fois le challenge, parce que dans le temps, on va faire aussi retenir les cas cliniques grâce à ça, en se disant, bah ouais, ça c'est tel patron, et il y a telle personne qui a répondu. Bah, lui, j'ai envie de le suivre. Un petit peu comme mon favori. Je clique, mon favori, et je vais pouvoir le suivre et vérifier ce qu'il produit ou pas, et avoir une vraie compétence faite par quelqu'un qui peut très bien être de Boston ou de n'importe où en France. Ça, c'est le module recherche. Vous avez besoin, donc, il y a un menu dépliant, de rechercher du contenu, de quoi que ce soit. Clac, c'est encore une fois une illustration pour vous montrer un peu à la fois le graphisme. Le board, reconnaissez ce que c'est. Ça, c'est votre page personnelle où vous retrouvez en bas à gauche, pareil, c'est vous qui avez mis vos sites, vos raccourcis. Vous avez votre classement actualisé en permanence en fonction de points, parce que sur les 30 outils, on a aussi de l'intelligence artificielle qui vient faire de l'éducation thérapeutique, un petit peu au même titre, mais sur les maladies chroniques, que ce soit l'asthme, l'apnée du sommeil. J'ai montré à plusieurs d'entre vous tout à l'heure comment on pouvait le faire. Là, on n'aura pas le temps. On a l'application, mais sur le web. C'est du chatbot avec de l'intelligence. Vous avez un patient avec vous. Vous lui dites, vous lui envoyez le lien. Vous lui donnez le lien. Il le fait chez lui tranquillement. Ça lui, toute l'éducation thérapeutique, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il revient une semaine après. Il a d'autres questions beaucoup plus pointues. On a une meilleure observance. Enfin, c'est le principe de l'éducation thérapeutique. Les articles que vous avez publiés, vos diagnostics, les diagnostics approuvés, et on fait un événementiel chaque année où on fait une remise de prix scientifique. Il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est celui qui est interne de médecine G, on va lui proposer d'aller au congrès de la médecine générale internationale. Et là, à ce moment-là, effectivement, on aura peut-être un labo, parce que nous, on n'aura pas les moyens de payer ça, mais par contre, il y aura un labo qui va lui payer, qui ne va pas lui donner 1 000 €, qui va lui payer le vol, l'hôtel 4 étoiles pendant 2 jours, à l'autre bout du monde, pour aller faire un congrès scientifique. Avec, voilà, il y aura une participation, on vous demandera, si vous le souhaitez, vous, quand vous avez des idées, et on s'engage à développer en fait 2 outils numériques chaque année, parce que vous avez aussi toutes les meilleures idées du monde à se dire, tiens, on pourrait développer ça, c'est une bonne idée, celui-ci, on ne l'utilise pas trop, on le retire, et on vient le remplacer. Là, il y a un projet avec l'ARS, on travaille en collaboration avec l'ARS Occitanie et le ministère de la Santé sur les problèmes de santé publique, problèmes de désertification médicale, d'accès aux soins et d'économie de santé. Je ne vais pas vous le détailler, c'est quelque chose d'extrêmement fort et intéressant. Aujourd'hui, c'est juste une évidence que si on veut préserver, il y a un module qui s'appelle Charles, c'est juste une évidence qu'on doit faire attention à ça, qu'on est là pour soigner nos patients individuellement, mais aussi au sens collectif du terme. Et on termine juste pour vous montrer que c'est votre page personnelle. Là où vous venez co-créer, vous avez votre petit lieu refuge. Si vous aimez, vous faites vos raccourcis, il y a mon DPC qui apparaît parce qu'il faut que ça infuse, il faut qu'on puisse montrer à nos différents confrères qui se forment peut-être pas suffisamment ou qu'on oublie qu'il faut continuer de se former, qu'il faut qu'on ait cette communauté médicale et qu'on hisse tous ensemble le niveau. Quand on bosse de façon en silo, on est tous des super artisans. Vous allez voir, là, quand vous sortirez de votre internat, après l'ECN, l'internat terminé, on est des stars intellectuelles. Et ça s'égrène au bout du compte. Et quand je vous ai dit, 50% au bout de 10 ans, ça va très très vite. Donc si on ne trouve pas un moyen, tout le monde n'est pas de mettre le stage. Aujourd'hui, Occitanie, c'est, ex-Midi-Pyrénées, on va prendre les chiffres de Midi-Pyrénées, 6 000 médecins généralistes, 420 mettre le stage. Il faut qu'on évangélise. Il faut, vous le savez, qu'on ouvre des terrains de stage et ainsi de suite.
Vous pouvez continuer, on continuera un peu plus tard. Merci beaucoup pour votre présentation.